Qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux d'une pauvreté horrible. Le ciel dont nous voyons que l'ordre est tout puissant pour différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étape qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre. Et dans les petits soins son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habités par l'essor d'un grand et beau génie les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraire, nous saurons tous deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Mais quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est pas du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prend, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelque petit savant qui veut venir au monde.
Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachant, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre, votre visée au moins n'est pas mise en piétin. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non. Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête. De vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Mais oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut, pour époux, refuser un mérite que pour adorateur, on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections il n'ait continué ses adorations, et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, pouvez-vous, je vous prie, en dire sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur, pour moi, toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi, je le crois. Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi, et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même. Je ne sais. Mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir chez la personne qui vient, et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, entre elle et moi, Clitandre, expliquez votre cœur. Découvrez-en le fond et nous daignez apprendre qui de nous, à vos vœux, est en droit de prétendre. Non, non, je ne veux point imposer une explication. Non, je ne veux point imposer à votre passion la rigueur d'une explication. Je ménage les gens, et c'est comme embarrasse le contraignant effort de ces aveux en face. Non, madame. Mon cœur qui dissimule peu ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras un tel pas ne me jette, et j'avouerai tout haut, d'une âme franche et nette, que les tendres liens où je suis arrêté, mon amour et mes vœux, sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte, vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sous leurs joues, sans mépris différent, ils régnaient sur mon âme en superbe tyran, et je me suis cherché, lassé de tant de peine, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux, et leurs traits à jamais me seront précieux. D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rares bontés m'ont si bien su toucher qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme, de ne point essayer à rappeler un cœur résolu de mourir dans cette douce ardeur. Et qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie, et que de vous, enfin, si fort on se soucie? Je vous trouve plaisant de vous le figurer, et bien impertinent de me le déclarer. Oh, doucement, ma sœur, où donc est la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du courroux? Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous? Pour répondre à l'amour que l'on vous fait paraître, sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être, sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix, qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême, et qu'il est criminel d'en disposer vous-même. Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir de m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur sur vos leçons veut régler sa conduite, et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, Clitandre, prenez soin d'appuyer votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans crime. J'y vais de tous mes soins travailler hautement, et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Moi, ma sœur? Point du tout. Je sais que sur vos sens, les droits de la raison sont toujours tout-puissants et que par les leçons qu'on prend dans la sagesse, vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse.
vous employez pour moi. Appuyez sa demande et de votre suffrage pressez l'heureux moment de notre mariage. Je vous en sollicite et pour y travailler, Votre petit esprit se mêle de railler. Et d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. Tout jeter qu'à ce cœur il ne vous déplaît guère, et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, il prendrait aisément le soin de se baisser. À répondre à cela, je ne daigne descendre. Et ce sont sots discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à vous, et vous nous faites devoir des modérations qu'on ne peut concevoir. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise. Elle mérite assez que la franchise. Et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Et puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme qui le soumettent d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne. Et d'un ton absolu, elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir, pour elle et pour ma tante, une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante. Un esprit qui, flattant les visions du leur, vous put de leur estime attirer la chaleur. Mon cœur n'a jamais pu. Tante, il n'est sincère même dans votre sœur, dit leur caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout. Mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache. Et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache. Sans citer les auteurs et faire de grands mots et clouer de l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup madame votre mère. Mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre à l'écho des choses qu'elle dit aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit. Ce monsieur Trissotin chagrine, m'assomme. J'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous met au rang des grands et beaux esprits un bonnet, dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale d'officieux papier fournir toute la halle. Ces écrits, ces discours, tout m'en semble ennuyeux et je me trouve assez votre goût et vos yeux, mais comme sur ma mère il a grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour où s'attache son cœur. Il veut de tout le monde y gagner la faveur, et pour n'avoir personne à sa flamme contraire, jusqu'au chien du logis, il s'efforce de plaire. Oui, vous avez raison, mais monsieur Trissotin m'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin. Je ne puis consentir pour gagner ses suffrages à me déshonorer en prisant ses ouvrages. C'est par eux qu'à mes yeux, il a d'abord paru, et je le connaissais avant que l'avoir vu. Je lis dans le fatras des écrits qu'il nous donne ce qu'est en tout lieu sa pédante personne. C'est un dolent état de confiance extrême qui le rend en tout temps si content de soi-même, qui fait qu'à son mérite incessamment il rit, qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il dit, et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée contre tous les honneurs d'un général d'armée. C'est avoir de bons yeux que de voir tout cela. Jusqu'à sa figure encore, la chose alla. Et je vis, par les papiers qu'à la tête il nous jette, de quel air il fallait que fût fait le poète. Et j'en avais si bien deviné tous les traits que, rencontrant un homme un jour dans le palais, je gageais que c'était Trissotin en personne, et je vis qu'en effet la gageure était bonne. Quel conte! Non, je dis la chose comme elle est. Je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui découvre ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. À tout beau. Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements, et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui, je sais pas, passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes apports, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes, tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur ne prenez point d'alarme, madame. Henriette est l'objet qui me charme, et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ses beautés. Oh, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est pas du tout un trait d'esprit, madame. C'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par lien d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette, ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et il y mène d'Henriette et le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux. Je vois où doucement peut aller la demande. Et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite. Et pour n'en point sortir aux choses que mon cœur m'offre
brave repartir, je dirais qu'Henriette a l'hyménée rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Mais madame, pourquoi bon à Paris en pareil? Pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Oh mon Dieu, pour une façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on ait contente du détour dont cet adroitement a visé votre amour, et que, sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage, pourvu que ce transport, par l'honneur éclairé, n'offre à mes hôtels que des vœux épurés. Enfin, je vous assure que je... Adieu. Pour ce coup, ceci doit vous suffire, et je vous ai dit plus que je ne voulais dire. Enfin, votre erreur, je ne peux pas vous laisser croire. Laissez, je rougis maintenant. Ma pudeur s'est fait un effort surprenant. Enfin, je veux être pendu si je vous aime, et sache que... Non, je ne peux rien entendre davantage. Diantre soit de la folle avec ses visions. A-t-on rien vu d'égal à ses préventions? Allons commettre un autre soin que l'on me donne, et prenons le secours d'une sage personne. À dire et qu'impatiemment il veut ce qu'il désire. Jamais. Ah, Dieu vous garde, mon frère. Et vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'amène ici? Non, mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Cliton. Sans doute. Et je le vois qui fréquente chez nous. Quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous? D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite, et je vois peu de gens qui soient de son mérite. C'est un désir qui l'a conduit ici mes pas, et je me réjouis que vous en fassiez cas. Je connus feu son père en mon voyage à Rome. Bien. C'était mon frère, un fort bon gentilhomme. On le dit. Nous n'avions alors que 28 ans, et nous étions, ma foi, tous deux vers galants. Je le crois. Nous donnions chez les dames romaines, et tout le monde la parlait de nos fredaines. Nous faisions des jaloux. Voilà qui va des mieux. Mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux. Cliton, auprès de vous, me fait son interprète, et son cœur était pris des grâces d'Henriette. Quoi, de ma fille? Oui, Cliton dans les charmés. Et je ne dis jamais amant plus enflammé. Non, non. Vous entends, vous ignorez l'histoire. Et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Tendre abuse vos esprits. Et c'est d'un autre objet que son cœur est épris. Aïe, ce n'est pas Henriette qui l'aime? Non, j'en suis assuré. Il me l'a dit lui-même. Eh oui. Vous me voyez, ma sœur, chargée par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui. Fort bien. Et son amour même m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance. Encore mieux. On ne peut tromper plus galamment. Henriette entre nous est un amusement. Un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère. Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur. Puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir? Oui. Moi-même. Ma sœur. Qu'est-ce donc que veut dire ce « est » et qu'a de surprenant le discours que je fais? En effet, d'un air, je pense à pouvoir dire qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire. Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycidas peuvent bien faire voir qu'on a quelques apparts. Ces gens vous aiment. Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit. Aucun n'a appris cette licence. Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais pour m'offrir leur cœur et vouer leur service, les muets truchements ont tous fait leur office. Presque pointé à en venir d'amis. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. De mots piquants partout devant de vos outrages. Ce sont emportements d'une jalouse rage. Cléonte et Lycidas sont pris femmes tous deux. Par un désespoir où j'ai réduit leur feu. Moi, ma chère sœur, vision toute claire. De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Ah, chimère. Ce sont des chimères, dit-on. Chimère, moi. Vraiment, chimère est fort bon. Je me réjouis fort de chimères, mes frères. Et je ne savais pas que j'eusse des chimères.
Votre sœur est folle, oui. Cela croît tous les jours. Mais encore une fois, reprenons le discours. Clitandre vous demande Henriette pour femme. Vous voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme. Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur et toute mon alliance à singulier honneur. Vous savez que le bien, il n'a pas l'abondance. C'est un intérêt qui n'est pas d'importance. Il est riche en vertu, cela vaut des trésors. Et puis son père et moi n'étions qu'un en deux corps. Parlons à votre femme et voyons à la rendre favorable. Il suffit. Je l'accepte pour gendre. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément. Vous moquez-vous? Il n'est pas nécessaire, je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. Mais Laissez faire, dis-je, et n'appréhendez pas. Je l'avais disposé aux choses de ce pas. soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette et reviendrai savoir. C'est une affaire faite, et je vais la mettre au courant de ce pas. Voilà pas chanceuse, hélas. On dit pas vrai. Qui peut noyer son chien l'accuse de la rage. Et service autrui n'est pas un héritage. Qu'avez-vous, Marty? J'ai... Oui. J'éclame dans aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Oui. Madame me chasse. Mais je n'entends pas cela, comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler sans coup. Non, vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme bien souvent a la tête un peu chaude, et je ne veux pas, moi... Je vous vois, maraude. Vite, sortez, friponne. Allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Doudou? Non, c'en est fait. Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez? En aucune façon. Ils sont partis contre moi. Moi, point, Dieu ne plaise, mais je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non. Elle sortira, vous dis-je, d'océan. Bien oui, vous dites donc quelque chose là contre. Je ne veux point d'obstacle au désir que je monte. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse, coquine, et votre crime est indigne de grâce. Mais qu'est-ce que j'ai Ma fait? foi, je ne sais pas. Il est du temps encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle pour donner matière à votre haine cassé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Donc voudrais-je la chasser? Et vous figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux? Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable. Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable? Est-ce qu'il a laissé d'un esprit négligent dérober quelques aiguières ou quelques plats d'argent? Cela ne serait rien. Oh, peste la belle. Quoi? L'avez-vous surprise à n'être pas fidèle? C'est pis que tout cela. Pique tout cela? Pis. Comment? Diantre friponne, a-t-elle commis? Et là, pas d'une insolence à nulle autre pareille, après 30 leçons, insulter mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'en termes décisifs, condamne Vaugelas. Et cela... Quoi? Toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences? La grammaire, qui s'est régentée jusqu'au roi, et les fait la main haute, obéir à ses lois. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi, vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Ah, je voudrais bien que vous l'excusassiez. Oh, je l'ai gardé. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite. Et des lois du langage, on a 100 fois instruite. C'est tout ce que vous prêchez, et je crois, bel et bon. Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. Oh, l'impudente! Appeler un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel des arts. Quand on se fait entendre, on parle toujours bas. Et tous vos piaux dictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style. Ne servent pas de rien. Oh, cervelle indocile. Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrument? De pas, mais avec rien, tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit, trop d'une négative. Mon Dieu, je n'avoue pas être gay comme vous. Je parle tout droit comme on parle chez nous. Quel solécisme horrible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'est qu'un singulier, avon et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Mais qui parle d'offenser grand-mère, dit grand-père. Oh ciel! Grammaire est mise à contresens par toi et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot. Ma foi, qui vient de
villageoise. La grammaire du verbe et du nominatif comme de l'adjectif avec le substantif nous enseigne les lois. Oh, je madame à vous dire que je ne connais point ces gens-là. Ce sont les noms des mots. Et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder. Qui s'accordent entre eux? Oh, mon Dieu, me finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir. Si fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point. Retire-toi, Marie. Comment? Vous avez peur d'offenser la coquine? Vous parlez d'un ton tout à fait obligeant. Quoi? Moi? Allons, sortez! Va-t'en, ma pauvre enfant. Vous êtes satisfaite? Et la voilà partie, mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait. Vous me la chassez pour un maigre sujet. Vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice, pour rompre toute loi d'usage et de raison, par un barbare amas de vices d'oraison, de mots estropiés, cousus par intervalles de proverbes, entraînés dans les ruisseaux des Halles. Il est vrai que l'on chut à souffrir ses discours. Elle y met en pièces Vaugelas tous les jours. Et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme ou la cacophonie. Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas. Pourvu qu'à la cuisine, elle ne mente pas. J'aime bien mieux qu'en épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes. Et redit 100 fois un pas ou méchant mot que de brûler ma viande, tout ça n'est trop mon pot. Je fis de bonne soupe, et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage, et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots, en cuisine peut-être auraient été des sots. Que ce discours grossier terriblement assomme. Quelle indignité pour ceux qui s'appellent hommes d'être baissés sans cesse aux soins matériels au lieu de se hausser vers les spirituels. Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix, à mériter seulement qu'on y pense? Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère. Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant. Et notre plus grand soin, notre première instance, doit être à le nourrir du suc de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit, et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Oh, sollicitude, à mon oreille est rude. Il pue étrangement son ancienneté. Et il est vrai que le mot est bien collé monté. Bon, voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate, de folles on vous traite et j'ai fort sur le cœur. Comment donc? C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite, et vous en faites-vous d'étranges sans conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas, et auront un gros Plutarque à mettre mes rabats. Vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez et quand la capacité de son esprit se hausse, à connaître un pourpoint d'avec un autre chose. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur doc d'entretien et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, et séant beaucoup plus qu'en n'est qu'un lieu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi. Or, ce qu'il faut savoir, on y sait comme pour Lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars dont je n'ai point à faire, et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot dont j'ai besoin. Les gens à la science aspirent pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, et le raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon rot en lisant quelque histoire, l'autre rêve à des vers quand je demande à boire. Enfin, je vois par eux votre exemple suivi, et j'ai des serviteurs, et ne suis point servi. Une pauvre servante, au moins m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point infectée,
Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas à cause qu'elle manque à parler Vosges-là. Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse. Car c'est comme j'ai dit à vous que je m'adresse. Je n'aime point ces Antouvons-Gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont des billevesées. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé, et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse au ciel, et d'âme et de langage. Est-il de petit corps, un plus lourd assemblage, un esprit composé d'atomes plus bourgeois? Et de ce même sang, se peut-il que je sois? Je me veux mal de mort d'être de votre race. Et de confusion, j'abandonne la place. Avez-vous à lâcher encore quelques traits? Point, non. Ne parlons plus de querelle. C'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds d'Hyménée. C'est une philosophe, enfin je n'en dis rien, elle est bien gouvernée et vous faites fort bien. De toute autre humeur se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette. C'est à quoi j'ai songé. Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime, et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue, et l'affaire au pouvoir chez moi est résolue. Au moins, ne dites mot du choix de cet époux. Je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite, et je connais très bien si vous l'aurez instruite. Eh bien, la femme sort, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Ouais. Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non, Est-ce qu'elle balance? en aucune façon. Et quoi donc? C'est que pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre, Un autre. qui se nomme? Monsieur Trissotin. Quoi? Ce monsieur Trissotin? Oui, qui parle toujours de vers et de latin. Vous l'avez accepté? Moi, à Dieu ne plaise. Et avez-vous répondu? Rien. Je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas. La raison est fort belle. Et c'est faire un grand pas. Avez-vous su du moins lui proposer quittance? Non, car comme j'ai su qu'on parlait d'autre genre, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Mon Dieu, vous en parlez mon frère bien à l'aise, et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix, la douceur, et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre. C'est un vrai dragon. Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle et mon cœur et ma vie. Mais c'est se moquer. Votre femme entre nous est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Quoi? Vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme, à faire condescendre une femme à vos voeux et prendre assez de cœur pour dire un je le veux? Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent la famille et de tout votre bien revêtir un nigo pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut? Un pédant qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom de bel esprit et de grand philosophe, d'homme qu'envers galant jamais on n'égala et qui n'est comme on sait rien moins que tout cela? Allez. Encore un coup, c'est une moquerie. Et votre lâcheté mérite qu'on en rie. Oui. Vous avez raison. Et je vois
que j'ai tort. Allons. Il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Ben, il est vrai. Trop joui de ma facilité. Pas sans doute. Et je vis le faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille et que j'en suis le maître pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux. Vous, voilà raisonnable et comme je vous veux. Vous êtes pour Clitandre et savez sa demeure? Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours, tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps et je m'en vais être homme à la barbe des gens. Ah, mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot il est besoin qu'on pèse. Je brûle de les voir. Et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ceux qui parlent de vous. Ce m'est une douceur à nul autre pareil. Ce sont repatriants qu'on donne à mon oreille. Faites-moi languir de si pressants désirs. Dépêchez. Faites tôt et hâtez nos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort, assurément, a lieu de vous toucher. Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Qu'il a d'esprit. Oh là! Pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Oh, je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe. Aussi bien ai-je à vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie de... Oh, songeons à l'enfant, nous venez, je vous prie, je vous prie. À notre impatience, offrez votre épigramme, servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose un plat seul de 8 vers me semble peu de choses, et je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet qui chez une princesse a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique, assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Oh, je n'en doute point. Donnons vite audience. Je sens d'aise mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement. Et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, Sonne- Agnès. Oh, laissez-le donc lire. Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Oh, le joli début. Qu'il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. Ah, j'aime superbement et magnifiquement. Oh, ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement, où cette ingrate, insolemment, attaque votre belle vie. Hâte-nous, laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. Oh, ce sont assez verts jusqu'au fond de l'âme. Oh, coulez je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Que la métaphore mise avec esprit.
Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Oh, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis. Quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il faut toute une pièce. Mais en comprend-on bien comme moi la finesse? Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Que de la fièvre on prenne ici les intérêts, n'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, quoi qu'on dise. Oh, quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Pour moi, je ne sais si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant, quoi qu'on dise, avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit, et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête. C'est ingrate, de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatrains sont admirables, tous deux. Venons-en promptement au tiercet, je vous prie. Oh, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dise. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, Quoi qu'on dise, de votre riche appartement, riche appartement, où cette ingrate insolemment cette ingrate de fièvre, attaque votre belle vie. votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang, et nuit et jour vous fait outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisir. Si vous la conduisez au bain, Sans la marchander davantage. Noyez-la de vos propres mains, là. Noyez-la dans les bains. chaque pas dans vos vers rencontre un trait charmant. Partout où s'il promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins tout parsemés de roses. Le sonnet dont vous semble Admirable, nouveau, et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture, vous faites la manière d'une étrange figure. Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, Nathan défait l'esprit, il ne l'est pas qui veut. peut-être que mes vers importunent, madame. Point, je n'écoute pas. Drame. Sur un carrosse de couleur amarante, donné à une dame de ses amis. Oh, ces titres ont toujours quelque chose de rare. À sans beaux traits d'esprit, leur nouveauté prépare. L'amour, si chèrement, m'a vendu son lien, Ah, qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où Tandor se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs, Malaïs, en voilà de l'érudition. L'enveloppe est jolie et vaut 1 million. quand tu vois ce beau carrosse où Tandor se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs, ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est demarrante. Celui-là ne s'attend pas du tout. Oh, il n'y a que lui pour écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est demarante. Ah voilà qui se décline. Marante de marante, amarante. Je ne sais du moment que je vous ai connu si sur votre sujet j'ai l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose, à notre tour aussi, nous pourrions admirer. Je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que bientôt je pourrai vous montrer en ami 8 chapitres du plan de notre académie. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit. Et je veux nous venger, tout tant que nous sommes, de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. C'est faire
à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe et de l'air d'un manteau, ou des beautés d'un point ou d'un brocart nouveau. Il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page. Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu, et si je rends hommage au brillant de leurs yeux, de leur esprit aussi j'honore les lumières. Le sexe aussi vous rend justice en ces matières, mais nous voulons montrer à de certains esprits, dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris, que de science aussi les femmes sont meublées. On peut comme eux faire de doctes assemblées. Je m'attache pour l'ordre au péripathétisme. Pour les abstractions, j'aime le platonisme. Épicure me plaît, et ses dogmes sont forts. Je m'accommode assez pour moi des petits corps. Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. On en attend beaucoup de vos vives clartés, et pour vous la nature a peu d'obscurité. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une. Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai pas encore vu d'hommes comme je crois, mais j'ai vu des clochers, tout comme je vous vois. Pour la langue, on verra dans peu nos règlements, et nous y prétendons faire des remuements. Nous avons pris chacune une haine mortelle pour un nombre de mots, soit ouverts ou non, que mutuellement nous nous abandonnons. C'est le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie. C'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales. C'est source d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes. Voilà certainement d'admirables projets. Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits. Il ne saurait manquer d'être tous beaux et sages. Nous serons par nos lois les juges des ouvrages. Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis. Qu'est-ce? C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs, au moins, de notre esprit. Oh là! Je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires? Venez, on va tantôt vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi de beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs, la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec? Oh, ciel, du grec. Oui, c'est du grec, ma sœur. Oh, ma nièce, du grec. Du grec, quelle douceur! Oh, quoi, monsieur, c'est du grec? Oh, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'indoc qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelques doctes entretiens. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose, et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations, d'être au palais, au cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants lecteurs infatigables. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement, et d'un grec, là-dessus, je suis le sentiment, qui, par un dogme exprès, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers, pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre et le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passe en doux attraits, Théocrite et Virgile. Vos ordres ont un air noble, galant et doux, qui laisse de bien loin votre race après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on voir rien d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux? Aux ballades, surtout, vous êtes admirables. Et dans les beaux rimés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix. Si le siècle rendait justice aux beaux esprits. En carrosse dorée, vous iriez par les rues. L'on verrait le public vous dresser des statues.
C'est une balade et je veux que tout net vous m'en... Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable, et si vous l'avez vu, vous saurez de mon goût. Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout et que d'un tel sonnet peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur, et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en l'écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons cela et voyons ma balade. La balade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps. La balade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a, pour les pédants, de merveilleux apparts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Pourtant, pertinemment, vous me jetez les vôtres. Oh, les petits grimaud barbouilleurs de papier. Allez, rimeurs de balles, le propre du métier. Les fripiers d'écrit, impudents plagiaires. Allez, cuistre. Et messieurs, que prétendez-vous faire? Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va-t'en faire un monde honorable au Parnasse d'avoir à tes verfes et estropié, Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie, enfin, tu la déchires. Va, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix, et l'on t'y voit partout être en but à ses traits. C'est par là que j'y tiens, un rang plus honorable. Il te met dans la foule, ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler, et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire, et ses coups, contre moi redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous verrons, cela seul, chez Barbin. À mon emportement, ne donnez aucun blâme, c'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer, mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'en vous, aucun esprit ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont pas mon affaire. J'aime à vivre aisément et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort bien ma mère d'être bête et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment, et qui n'est attachée qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente, plus ferme. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer des belles connaissances. Et la pensée, enfin, où mes vœux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur, que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère? Oui, vous. La sorte un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu. M'engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je peux bien. Je vous cède cet hymen qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame, et cet hymen dont je vois qu'on m'honore me met... Tout beau, monsieur, il n'est pas fait encore. Ne vous pressez pas tant. Comment vous répondez? Vous savez bien que si. Vous m'entendez? Elle se rendra sage. Allons, laissons-la faire. On voit briller pour vous les soins de notre mère,
Et son choix ne pouvait d'un plus illustre et... Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous? C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée. Je vous le cède tout comme à ma sœur aînée. Si l'humaine, comme à vous, me paraissait charmant, j'accepterais votre offre avec ravissement. Si j'avais comme vous l'épée dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez en vain par votre résistance. Allons, ma fille. Il faut approuver mon dessein. Venez ici. Touchez à monsieur dans la main. Et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Et il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos vœux une entière puissance. Une mère a sa part à notre obéissance. C'est-à-dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici, ma mère et vous ne soyez pas d'accord. Et c'est un autre époux, enfin, que... Taisez-vous, Péronnelle. Allez philosopher tout le soin avec elle, et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée, et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons vite. Bien. Faites des merveilles. Quel transport, quelle joie, que mon sang est doux. Allons, prenez sa main, et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Allez tous caresses. Tenez mon cœur si bon de ces tendresses. Cela ragaillardait tout à fait mes vieux jours et je me ressouviens de mes jeunes amours. Oui. Rien n'a retenu son esprit en balance. Elle a fait vanité de son obéissance. Son cœur, pour se livrer à peine devant moi, ce qu'il donnait le temps d'en recevoir la loi, et semblait moins suivre les volontés d'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux les droits de la raison soumettent tous ses vœux et qui doit gouverner, ou sa mère ou son père, ou l'esprit ou le corps, la forme ou la matière. On vous en devait bien au moins un compliment. Et ce petit monsieur en use étrangement de vouloir, malgré vous, devenir votre gendre. Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait et j'aimais vos amours. Mais dans ses procédés, il m'a déplu, toujours. C'est que, Dieu merci, je me mêle d'écrire. Mais jamais il ne m'a prié de lui rien lire. Je ne souffrirais point, si j'étais que de vous, que jamais d'Henriette il pût être l'époux. Me ferait grand tort d'avoir quelque pensée que là-dessus je parle en fille intéressée. Et que le lâche tour que l'on voit qu'il me fait jette au fond de mon cœur quelques dépits secrets. Contre de pareils coups, l'âme se fortifie du solide secours de la philosophie. Et par elle, on se peut mettre au-dessus de tout. Mais vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout. Il est de votre honneur d'être à ses vœux contraires, et c'est un homme enfin qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu discourant entre nous qu'il eût au fond du cœur de l'estime pour vous. Petit sot. Quelque bruit que votre gloire fasse, toujours à vous louer, il a paru de classe. Non, le brutal. Et 20 fois, comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvé beaux. Impertinent. Souvent nous en étions aux prises, et vous ne croiriez point de combien de sottises. Et doucement, de grâce. Un peu de charité, madame. Tout au moins, un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? Et quelle est mon offense pour ramer contre moi toute votre éloquence? Pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin? Parlez. Dites d'où vient ce coup effroyable. Je veux bien que madame en soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au
au changement de vœu. Nulle horreur ne s'égale, et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité ce que m'a, de votre âme, ordonné la fierté? Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose, et si je vous offense, elle seule en est cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans, d'une constante ardeur. Il n'est soin empressé, devoir, respect, service, dont il vous est fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes voeux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Vous voyez? Est-ce, madame, ou ma faute ou la vôtre? Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez? Est-ce moi qui vous quitte ou vous qui me chassez? Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire? Et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté? Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce des sens, net et débarrassé. Et pour nourrir les feux que chez vous l'on produit, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Ah, quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de cette terrestre flamme. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs. Et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste. C'est un feu pur et net, comme le feu céleste. On ne pousse avec lui que de nets soupirs, et l'on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer, et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports, et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, que j'ai, ne vous déplaise, un corps tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part. De ses détachements, je ne connais point l'art. Le ciel m'a dénié cette philosophie. Et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'y a rien de plus beau, comme vous avez dit, que ces vœux épurés qui ne vont qu'à l'esprit, ces unions des corps et ces tendres pensées, du commerce des sens si bien débarrassés. Mais ces amours, pour moi, sont trop subtilisés. Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez. J'aime avec tout moi-même, et l'amour qu'on me donne en veut, je le confesse, à toute la personne. Ce n'est pas la matière à de grands châtiments, et sans faire de tort à vos beaux sentiments, je vois que dans le monde, on suit fort ma méthode, et que le mariage est assez à la mode. Passe pour un lien assez honnête et doux pour avoir désiré de mouvoir votre époux, sans que la liberté d'une telle pensée ait dû vous donner lieu d'en paraître offensé. Eh bien, monsieur, eh bien, puisque sans m'écouter, vos sentiments brutaux veulent se contenter, puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Il n'est plus temps, madame. Une autre a pris la place. Et par un tel retour, j'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvé de toutes vos fiertés. Mais enfin, monsieur, comptez-vous sur mon suffrage quand vous vous proposez cet autre mariage? Et dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux tout près? Mais madame, voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moins d'ignominie et ne m'arrangez pas à lundi un destin de me voir le rival de monsieur Trissotin. L'amour des beaux esprits qui chez vous m'est contraire ne pouvait m'opposer un moins noble adversaire. Il en est, et plusieurs, que pour le bel esprit, le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit. Mais monsieur Trissotin n'a pu duper personne, et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Océan, on le prise en tout lieu ce qu'il vaut. Ma 20 fois fait tomber de mon haut, c'est de vous voir au ciel élever les 100 mètres que vous désavoueriez si vous les aviez faites. Si vous jugez de lui tout autrement que nous, c'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame Échappée-Belle. Un monde près de nous a passé tout du long, échu tout au travers de notre tourbillon, et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux, comme verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y entendrait ni rime, ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité de quelque adoucissement? Je m'explique, madame. Et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes,
Mais j'aimerais mieux me voir au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas à quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait que mon propos. La science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, que c'est facile. Si les mots me manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas très loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts et non pas la science. Vous avez cru fort mal. Je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes puisqu'ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus étroite entre pédant et sot. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un phare devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes. Si l'ignorance a pour moi des charmes si grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Ces certains savants-là peuvent aller connaître, valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants, mais l'on n'en convient pas chez ces certaines gens. Il me semble, Et madame, monsieur... de grâce, monsieur est assez fort sans qu'à son aide on passe. Je n'ai déjà que trop d'un siècle d'assaillants, et si je me défends, ce n'est qu'en reculant. Mais l'offensant aigreur dont chaque repartie. Autre second, je quitte la partie. On souffre entretient ces sortes de combats pourvu qu'à la personne, on ne s'attaque pas. Madame, tout ceci n'a rien dont il s'offense. Il entend raillerie autant comme de France, et de bien d'autres traits il s'est senti piqué sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer. Je ne m'étonne pas au combat que j'essuie de voir prendre à monsieur la thèse qu'il appuie. Il est fort enfoncé dans la cour, c'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit, elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance, et c'est en courtisan qu'il en prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour, et son malheur est grand de voir que chaque jour, vous autres, beaux esprits, vous déclamez contre elle, que de tous vos chagrins, vous lui fassiez querelle, et sur son mauvais goût, faisant son procès, n'accusez que lui seul de vos méchants succès. Permettez-moi, monsieur Trissotin, de vous dire, avec tout le respect que votre nom m'inspire, que vous feriez fort bien vos confrères et vous, de parler de la cour d'un ton un peu plus doux, que le bien prendre au fond, elle n'est pas si belle que vous autres, messieurs. Vous vous mettez en tête qu'elle a du sens commun pour se commettre à tout, que chez elle, on s'y peut former quelques bons goûts, et que l'esprit du monde y vaut sans flatterie tout le savoir obscur de la pédanterie. Votre chaleur est grande, et cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui dans votre âme excite ce... Ma sœur, en quelques mots, j'explique ma visite. J'ai tantôt de Vadius rencontré le valet qui, à votre intention, m'a remis ce billet. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses, et que vous feriez bien de ne point conclure ce mariage que vous n'ayez vu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture où je prétends vous le dépeindre, peinture de toutes ces couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle, où vous verrez noter en marge tous les passages qu'il a pillés. Voilà sur cet hymen que je me suis promis un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis. Ce déchaînement aujourd'hui me convie à faire une action qui confonde l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait de ce qu'elle veut rompre aura pressé les faits. Dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme ami de toute la famille, à signer leur contrat, vous pourrez assister et je vous y veux bien de ma part inviter. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin. Et monsieur que voilà saura prendre le soin de courir lui porter cette nouvelle et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir et si je la saurai réduire à son devoir. J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vos visées les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, à ne pas vous laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue. Peut-être verrez-vous votre crainte déçue.
Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadé. Et que de votre appui, je serai secondé. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Et ce service est sûr de ma reconnaissance. Sans votre appui, monsieur, je serais malheureux. Madame, votre femme, a rejeté mes vœux, et son cœur prévenu votre trissotin pour gendre. Quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi diantre vouloir ce monsieur Trissotin? C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival, emporter l'avantage. Elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux, pour la contrecarrer, vous mariez vous deux. Pour dresser au contrat, elle envoie au notaire. Et moi, je lui commande. Et moi, je vais le quérir pour celui qui doit faire. Et madame, vous êtes instruite par sa sœur de l'hymen où l'on veut qu'elle apprête son cœur. Moi, je lui commande avec pleine puissance de préparer sa main à cette autre alliance. Ah, je leur ferai voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Nous allons revenir. Songez à nous attendre. Allons, suivez mes pas, mon frère, et vous, mon gendre. Hélas, dans cette humeur, conservez-le toujours. J'emploierai toutes choses à servir vos amours. Quelques secours puissants compromettent à ma flamme. Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui. Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez à quel nœud on prétend le contraindre. Tant qu'il sera pour moi, je n'aurai rien à faire. Je vais tout essayer pour nos vœux les plus doux et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il est une retraite où notre âme se donne qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour. C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête et j'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, que je pourrais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas, pour un vrai philosophe a d'indignes appâts, et le mépris du bien et des grandeurs frivoles ne doit point éclater dans vos seules paroles. Aussi n'est-ce point là ce qui me charme en vous, et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air sont les biens et les richesses qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux. Je suis fort redevable au feu généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime, autant qu'on saurait estimer, mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être, et je sens que du mien clitandre s'est fait. Maître, je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux, que par 100 beaux talents vous devriez me plaire. Je vois bien que j'ai tort. Mais je n'y puis que faire, et tout ce que sur moi peut le raisonnement, c'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement. Le don de votre main où l'on me fait prétendre me livrera à ce cœur que possède le clitandre. Et par 1000 doux soins, j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver l'art de me faire aimer. Non. À ces premiers vœux, mon âme est attachée et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous, librement, j'ose ici m'expliquer, et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur qui, dans les cœurs s'excite, n'est point, comme l'on sait, un effet du mérite. Le caprice y prend part, et quand quelqu'un nous plaît, souvent, nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait, monsieur, par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse. Mais l'on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveugle banc, et ne vous servez point de cette violence que pour vous on veut faire à mon obéissance. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire immoler ce qu'on aime, et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même. Ne poussez point ma mère à vouloir par son choix exercer sur mes vœux la rigueur de ses droits. Ôtez-moi votre amour, et portez
portez à quelque autre les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre. Le moyen que ce cœur puisse vous contenter, imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter. De ne vous point aimer peut-il être capable, à moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes apparts. Ah, monsieur, laissons là ce galimatia. Vous avez tant d'iris, de Phyllis, d'Amarante, que partout dans vos vers vous peignez si charmante, et pour qui vous jurez tant d'amoureuse ardeur. C'est mon esprit qui parle, et ce n'est pas mon cœur. D'elle, on ne me voit amoureux qu'en poète, mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette. Oh, de grâce, monsieur. Si c'est vous offenser, mon offense envers vous n'est pas prête à cesser. Cette ardeur, jusqu'ici, de vos yeux ignorés, vous consacre des vœux d'éternelle durée. Rien n'en peut arrêter les aimables transports. Et bien que vos beautés condamnent mes efforts, je ne puis refuser le secours d'une mère qui prétend couronner une flamme si chère. Et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous aime. Et n'importe comment. Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence, qui ne fait pas bien sûr, à vous le trancher net, d'épouser une fille en dépit qu'elle en est, et qu'elle peut aller en se voyant contraindre à des ressentiments que le mari doit craindre? Un tel discours n'a rien dont je sois altéré. À tous événements, le sage est préparé. Guéri par la raison des faiblesses vulgaires, il se met au-dessus de ces sortes d'affaires et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravie, et je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est d'instruire ainsi les gens à porter constamment de pareils accidents. Cette fermeté d'âme, à vous, si singulière, mérite qu'on lui donne une illustre matière, et digne de trouver qui prenne avec amour les soins continuels de la mettre en son jour. Et comme à dire vrai, je n'oserais me croire bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire. Je le laisse à quelque autre, et vous jure entre nous que je renonce au bien de vous voir mon époux. Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire, et l'on a là-dedans fait venir le notaire. Ah, ma fille, je suis bien aise de vous voir. Allons, venez vous en faire votre devoir, et soumettre vos vœux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre à votre mère. Et pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents, Martine que j'amène et rétablit ses hanches. Oh, vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez et ne vous laissez point séduire à vos bontés. Ne vous relâchez pas et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous ma mère ne l'emporte. Comment? Me prenez-vous ici pour un bonnet? Préserve le ciel. Suis-je un fat, s'il vous plaît? Je ne dis pas cela. Me croit-on incapable des fermes sentiments d'un homme raisonnable? Non, mon père. Est-ce donc qu'à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi? Si est fait. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma Oh femme? non, mon père. Ouais, qu'est-ce donc que ceci? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté séante doit être en tout suivie. Fort bien, mon père. Aucun, hors moi dans la maison, n'a droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Oh oui. Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là le plus doux de mes vœux. Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. C'est aussi qui conduit au notaire avec elle. Oh, secondez-moi bien tous. Laissez-moi, j'aurai soin de vous encourager s'il en est besoin. Vous ne sauriez changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage. Notre style est très bon et je serais un sot, madame, de vouloir en changer un seul mot. Oh, quelle barbarie au milieu de la France, mais au moins en faveur, monsieur de la science, veuillez au lieu d'écus, de livres et de francs, nous exprimer la dot en mines et talents, et dater par les mots dites et de calendes. Moi, si j'allais accorder, madame, vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. De cette barbarie, en vain nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Oh! Oh! Cette impudente ose encore se produire? Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi? Tantôt avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Procédons au contrat. Où donc est la future? Celle que je marie est la Canette. Bien, Oui, la voici, monsieur. Henriette est son nom. fort bien. Et le futur? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en propre personne, je prétends qu'elle épouse, est monsieur. 2 épouses, c'est trop pour la coutume. Vous
gendre. Pour mon gendre, mettez monsieur Clitandre. Mettez-vous donc d'accord et d'un jugement mûr, voyez à convenir entre vous du futur. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Dites-moi donc, à qui j'obéirai des deux? Quoi donc? Vous combattez les choses que je veux. Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Nous vraiment, à votre bien, on songe bien ici. Et c'est là pour un sage, un fort digne souci. Enfin, pour son époux, j'ai fait choix de Clitandre. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. Ouais, vous le prenez là d'un ton bien absolu. Ce n'est point à la femme à prescrire, et je somme pour céder le dessus en toute chose aux hommes. C'est bien dit. Mon congé sans foi me fit-il hoc, la poule ne doit point chanter de Bangkok. Sans doute. Et l'on sait que d'un homme on se gausse lorsque la femme chez lui porte le autre chose. C'est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jeu en crise. Et si je contestais contre lui par caprice, si je parlais trop haut, je trouverais fort beau que par quelques souffrets, il ramassât mon temps. C'est parler comme il faut. Monsieur est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Et par quelle raison? Jeune, et bien fait qu'il est, lui refuser Clitandre. Et pourquoi? S'il vous plaît, lui payer un savant qui sans cesse épilogue, il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Il doit savoir le gré. Il l'attend. Elle n'a pas besoin de monsieur Trissota. Fort bien. Vous souffrir qu'elle jase à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise. Et pour mon mari, moi, 1000 fois je l'ai dit, jamais je voudrais prendre un homme d'esprit. Elle n'est pas du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et je veux, si jamais l'on engage ma foi, un mari qui n'est point d'autre livre que moi. Ne sache A, ne B. N'en déplaise à madame, elle soit en un mot docteur que pour sa femme. Est-ce fait? Et sans trouble, ai-je assez écouté votre digne interprète? Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas. Je l'ai dit, je le veux, ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clitandre est donnée, offrez-lui la partie d'épouser son aîné. Voilà dans cette affaire un accommodement. Y donnez-vous votre consentement? Mais mon père, Mais monsieur, on pourrait bien lui faire des propositions. Mais nous est amusé un esprit d'amour qui doit être épuré comme l'astre du jour. La substance qui pense y peut être reçue, mais nous en bannissons la substance étendue. J'ai regret de troubler un mystère joyeux par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de nouvelles dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. L'une, pour vous, me vient de votre procureur. L'autre, pour vous, me vient de Lyon. Quel malheur digne de nous troubler peut-on bien nous écrire? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous rendre cette lettre qui vous dira ce que je n'ai osé vous aller dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Oh, votre procès perdu? Vous me troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites paraître une âme moins commune à braver comme moi les traits de la fortune. Le peu de soin que vous avez vous coûte 40 000 écus et c'est à payer cette somme avec les dépenses que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné? Oh, le mot est choquant. Il a du tort, en effet, il devrait avoir mis que vous êtes prié par arrêt de la cour de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépenses qu'il faut. Voyons l'autre. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en ce même jour,
ont fait tous deux banqueroute. Oh ciel, tout à la fois perdre ainsi tout mon bien. Oh, quel honteux transport! Fi, tout cela n'est rien. Il n'est pour le vrai sage aucun revers funeste, et perdant toute chose, à soi-même il se reste. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien peut nous suffire, et pour nous et pour lui. Non, madame, cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cet hymen, tout le monde est contraire, et vous laissez la bonne part des gens. Cette réflexion vous vient dans peu de temps. Elle suit de bien près, monsieur, notre disgrâce. De temps de résistance, à la fin je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois de vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici j'ai refusé de croire. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez, et je regarde peu comme vous le prendrez. Et je ne suis point homme à subir l'infamie des refus offensants qu'il faut qu'ici j'essuie. Je vaux bien que de moi l'on fasse plus de cas, et je baise les mains à qui ne me veut pas. Il a bien découvert son âme mercenaire, et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être, mais enfin, je m'attache, madame, à tout votre destin, et j'ose vous offrir avec ma personne ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, monsieur. Et je veux couronner vos désirs amoureux. J'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Non, ma mère, je change à présent de pensée. Souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi? Vous vous opposez à ma félicité? Et lorsqu'à mon amour je vois chacun se rendre... Je sais le peu de bien que vous avez, Clitandre, et je vous ai toujours souhaité pour époux, lorsqu'en satisfaisant à mes vœux les plus doux, j'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires. Mais lorsque nous avons les destins si contraires, je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Tout destin avec vous me peut être agréable, tout destin sans vous serait insupportable. L'amour dans son transport parle toujours ainsi. Des retours importuns, évitons le souci, rien n'eût tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie que les fâcheux besoins des choses de la vie, et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. Est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre? Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir, et je ne fuis sa main que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chiennes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. Et c'est un stratagème, un surprenant secours que j'ai voulu tenter pour servir vos amours. Comment j'ai trompé ma sœur et lui faire connaître ce que son philosophe à l'usage pouvait être. Ah, le ciel en soit loué. J'en ai la joie au cœur par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice, de voir qu'avec éclat cet hymen s'accomplisse. Vous savez bien, moi, que vous l'épouseriez. Ainsi donc, à leur vœu, vous me sacrifiez. Ça ne sera point vous que je leur sacrifie. Et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Ils prennent garde au moins que je suis dans son cœur. Un grand désespoir, souvent on se marie. On s'en reprend après tout le temps de sa vie. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit.